Hello Pierre, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, digitaliser et entreprendre où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat et tout ce que tu as créé. Hello Alexandre, merci pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Du coup, avec grand plaisir pour répondre à tes questions, tout simplement. Ok, alors on commence. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, du début, de quelles études tu as fait, etc. pour en arriver là? Yes. Alors, du coup, moi, donc après avoir fait un bac scientifique, j'ai fait une prépa maths P dans le sud de la France. Donc prépa pour les grandes écoles. Donc voilà, j'ai fait 2 ans de prépa. Et ensuite, j'ai fait une école d'actuaire. Alors, l'actuariat, je pense que ça parle pas à tout le monde. Donc, Non, je vais en parler plus en détail. expliquer. Je vais Ouais. expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, c'est tout ce qui est calcul de risque pour les compagnies d'assurance. En Ok. gros, très simple aujourd'hui, pour vous schématiser un petit peu. Aujourd'hui, si je prends l'exemple d'une assurance, par exemple, voiture, vous payez une assurance donc tous les mois pour un accident qui n'est pas encore arrivé, pour vous couvrir contre un accident qui n'est pas encore arrivé. Donc finalement, l'assureur, la problématique qu'il a, c'est de savoir combien il doit vous faire payer la prime d'assurance pour être sûr que ça remboursera le sinistre à arriver. Mm. Donc c'est tout ce qui est stade, probabilité, etc. Et faire ça sur un gros portefeuille. Donc ça, c'est un peu pour vous expliquer le métier de l'actuaire. Et moi, j'étais orienté plutôt sur le côté, la partie finance. Ok. Euh, du coup, quand on reçoit nos primes, comment on fait pour les placer sur les marchés financiers, tout simplement. Ok. Donc voilà, j'ai fait cette formation-là pendant 3 ans à Paris. Et puis j'ai commencé en tant qu'actuaire. J'ai travaillé notamment en tant que consultant en D'accord. actuariat. Donc je travaillais pour des grosses compagnies d'assurance. Donc voilà, ça c'est un peu le parcours, on va dire, salarié que j'ai eu. Mais ce qui m'a amené vers l'entrepreneuriat, ça a été donc en école, quand j'étais en école d'actuaire, en première année. Donc j'ai rencontré un ami à moi qui était, lui qui était pareil, hein, qui était une année au-dessus de moi et pour lequel on partageait un peu la passion du foot. Et on se disait, ce qui serait cool, ce serait d'organiser un tournoi de foot avec toutes les écoles d'actuaires qu'on a en France. Parce que le métier d'actuaire n'est pas forcément très connu en France, mais on a à peu près 6-7 écoles aujourd'hui D'accord. qui permettent de faire ce métier-là. Donc on s'est un peu chauffé pour faire ça. Et en à peu près 3 semaines, on a monté un tournoi de foot. À l'époque, moi je découvrais tout juste l'urban soccer. Maintenant, maintenant c'est hyper connu, mais moi vu que je venais d'un peu de ma petite campagne, je connaissais pas du tout ça. Je connaissais le foot Ok. sur les grands terrains, mais pas sur les petits. Et donc du coup, on a fait ça. On a organisé ce tournoi de foot. Alors au début, on avait un budget à peu près de 1 000 €, je crois, quelque chose comme ça. Et Compliqué. ouais, c'était un peu compliqué. Et les gens, en fait, ils venaient, ils nous payaient sur place pour payer leur droit d'entrée à la, au tournoi, d'autant plus que nous, on avait réservé les terrains, donc on s'était engagé à payer le jour J, mais on n'avait pas l'argent. Et donc, du coup, c'était assez marrant parce que sur la première édition, on a dû payer avec des pièces, des billets. C'était assez drôle. C'était assez marrant, quoi. Donc, on a monté ça une année. Ça a pas trop mal marché. Bon, on n'a pas gagné d'argent, on n'en a pas perdu. Et puis, on s'est dit, on va essayer de faire ça chaque année. Et l'année d'après, on a commencé à aller chercher des sponsorings. Mhm. Et là, c'était assez marrant parce que quand on allait voir des sponsors, ils nous demandaient comment ça s'est passé l'année dernière, quels sponsors vous ont suivi l'année dernière, etc. Et moi, je m'en souviens très bien. Donc, il y a une grosse compagnie d'assurance qui m'avait contacté, qui m'a dit ouais, envoyez-moi des photos justement de l'affichage que vous avez mis pour les sponsors l'année dernière. Et on dit ouais, je vous l'enverrai, il n'y a pas de problème. Je les ai jamais envoyés, mais on a réussi à signer un gros partenariat avec eux et ils nous ont suivis d'ailleurs sur toutes les éditions. Et, et donc voilà, et puis en parallèle avec mon pote, on a créé donc, du coup, le bureau des sports de notre école, il n'y en avait pas du tout. Donc on s'est mis à créer le bureau des sports. Et puis un tournoi qui, au début, avait un budget de 1 000 €, on s'est retrouvé à la fin, au bout de 4 ans, parce qu'on a fait pendant à peu près 4 ou 5 ans, avec un budget de 40 000 €. Oui. Donc, donc c'était très cool. Et même la dernière édition, il y avait Jean-Pierre Papin qui était venu pour ce tournoi. Ok. Donc vraiment très bien. Super. Et donc ça a été ma première aventure entrepreneuriale parce que du coup, au début, ok, c'était très simple, mais à la fin, c'était un tournoi de foot avec traiteur, avec remise de Ouais. l'eau, fallait négocier avec les sponsors, fallait démarcher des sponsors.
Mmh. Et En donc vrai, du tu coup, travail à temps plein. ouais, complètement travail à temps plein. Et puis nous, on pensait que ça, enfin, pendant nos études, on pensait qu'à ça, on faisait que ça à côté. Hein. On avait nos études et puis le soir, on se voyait Mmh. chez moi ou chez lui pour bosser sur ça, quoi. Envoyer du mailing, contacter des sponsors, Ouais. faire un site internet, tout ça. Bon, on a dû faire tout nous-mêmes. Et donc on a découvert un peu ça. Donc plein de métiers, différents à la fois que vous connaissiez pas forcément parce que vous appreniez, l'actuariat et pas autre chose, quoi. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Non, c'est sûr. Mais bon, du coup, ça a été une super aventure. Ça a été très dur aussi de passer le relais à la fin, parce qu'on a dû quand même passer le relais à un moment Oui. donné. Ça a été un peu compliqué de passer le relais. Mais voilà, ça a été ma première aventure entrepreneuriale, donc création de ce bureau des sports, et puis après, mettre en place le tournoi de foot. Et derrière, en fait, ça nous a ouvert les portes à une association, donc une association qui organise en fait une soirée Mmh. pour les actuaires chaque année, la nuit des actuaires. Et là, D'accord. on n'est pas du tout sur les mêmes budgets, on est sur un budget qui est autour de 120-150 000 euros pour une soirée. Et donc, du coup, ils mettent à peu près un an à organiser cette soirée. Mmh. Et quand on était en dernière année d'école, en fait, bah, ils nous ont proposé d'être, avec mon associé, d'être président de cette association. D'accord. Donc, vraiment, Président, carrément. ouais, alors, on l'avait intégré plus ou moins les années précédentes, une ou Mmh. deux années avant, en ayant des petits rôles. Et puis en dernière année d'études, ils nous ont dit, bah, écoutez, ce serait cool que vous soyez D'accord. président. Et c'était la première fois Mmh. qu'il y avait des étudiants qui étaient présidents. D'accord. Maintenant, c'était plutôt des professionnels. Donc là, pareil, hein, j'étais étudiant, je faisais mon stage de fin d'études, et puis ça a débordé aussi sur mon premier poste. Et je me retrouvais avec des journées où je passais mes journées au téléphone, en train de jongler avec l'actuariat, un peu aussi mon mémoire, et organiser cette soirée-là. En plus, on est tombé sur, l'année où on l'a fait, c'était les 10 ans de l'association, donc il fallait qu'on fasse une énorme soirée. Ah oui. Et, et donc voilà, ça a été un peu ça le déclencheur sur l'entrepreneuriat où j'ai dû organiser un petit peu tout ça. Et c'était une super expérience que j'ai adoré. OK. Et donc du coup, ça, c'était pendant tes études et après, tu as pris un job, en tant qu'actuaire, en salarié, c'est ça? Ouais, alors du coup, je me retrouve en tant que salarié, en tant qu'actuaire salarié, et je me retrouve dans une boîte où je rêvais de travailler. Donc ça se passe très bien. Et un jour, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, du coup, forcément, je commence à gagner un petit peu ma vie, je commence à payer des impôts, je commence à avoir un peu d'argent de côté. Et commence à me poser des questions, on se pose un peu tous, hein, comment réduire la pression fiscale, comment investir mon argent, qu'est-ce que je dois en faire, etc. Et puis je commence à en parler un petit peu autour de moi. Et je rencontre un ami à moi qui venait à Paris, tout simplement. Et il me dit, ah, ce serait cool qu'on aille prendre un café. On prend un café ensemble. Et on commence à parler d'investissement. Et lui, il était conseiller en investissement à Bordeaux. D'accord. Et là, ça m'intéresse, parce que forcément, c'est des problématiques que je me pose. Et donc, forcément, ça m'intéresse. On passe quasiment 2 heures à parler d'investissement ensemble. Et il me dit, bah, écoute, ça tombe bien, là, je suis à Paris parce que je donne une conférence sur l'immobilier ce soir. Est-ce que ça te dirait de venir? Moi, trop chaud, je lui dis, écoute, voilà, je suis dispo ce soir, il n'y a pas de problème, je viens, pas de souci. Le seul truc qu'il ne m'avait pas précisé, c'est que c'était à Joinville-le-Pont. Moi, C'est j'habite dans où? le 15e. Moi, j'habite dans le 15e. Et Joinville-le-Pont, pour moi, c'est trop loin. Je peux pas, enfin, une soirée, aller à Joinville-le-Pont pour participer à une conférence et revenir chez moi, non, c'était impossible. Donc, je lui dis un peu comme on fait tous, hein, on m'envoie un texto à la dernière minute, désolé, j'ai un contretemps, je peux pas venir, etc. Donc voilà, mais je lui dis, mais dès que tu reviens à Paris, sur Paris, promis, je viens et j'assiste à ta conférence. Et là, donc, du coup, on reste en contact. Et puis, quelques mois plus tard, il me contacte. Il me dit, voilà, moi, je suis prêt à revenir à Paris, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai pas de salle. Enfin, je connais pas, enfin, je connais personne à Paris, j'ai pas de salle. Et non plus, et aussi, j'ai pas forcément de clients à Paris. Donc, si je viens pour donner une conférence au MIMO, il faudrait que tu essaies de me trouver des gens et une salle. Je lui dis, ok, pas de problème. Donc là, Ça, je sais faire. je sais faire, il n'y a pas de souci. Donc, je contacte mon meilleur pote, Camille. Avec Camille, on trouve une salle et on lui trouve une vingtaine de personnes pour qu'il puisse venir donner sa conférence sur l'IMO. OK. Donc voilà, donc je participe à cette conf-là. Et à la fin, il me dit, ah, alors ça t'a plu, tout ça, je suis ouais, trop bien. Il me dit, bah, la prochaine conférence, c'est toi qui l'animes.
Ouais, on verra. Mais voilà. Et donc, du coup, le chemin a fait ça a fait un petit chemin dans ma tête. Et quelques mois plus tard, je lui dis, bah ouais, ça m'intéresserait de découvrir un peu plus ton métier, ton activité. Et donc, en juin 2014, je me lance dans cette activité. Je me lance en tant que conseiller en investissement à Paris. D'accord, donc là, tu avais déjà directement, choisi de le faire, mais en parallèle de ton travail ou? Exactement. Voilà. En parallèle de OK. l'actuariat, je faisais ça. Donc, en juin, je me lance en parallèle de l'actuariat à faire conseiller en investissement. Ce qui m'a aussi motivé, c'est que mon meilleur pote, Camille du moment, enfin du moment, non, c'est toujours mon meilleur pote, mais à ce moment-là, Le pauvre. si tu m'écoutes Camille, Camille, si tu nous écoutes. on est toujours meilleurs potes, hein, t'en fais pas. Ouais, donc du coup, à ce moment-là, il me dit, lui aussi, il se chauffe, il me dit, ouais, ça me tenterait trop de me lancer aussi en tant que conseiller en investissement. On n'a qu'à faire la même chose en tant que tous les deux indépendants. Et donc, du coup, on se lance en juin, à peu près, le temps qu'on fasse nos formations, parce qu'on a des habilitations à passer pour faire ce métier. OK. On se retrouve à peu près, juillet, fin juillet, juillet, août, à faire cette activité-là. Donc voilà. Et moi, très vite, en fait, je me rends compte que cette activité, finalement, je la fais, tous mes midis, je mangeais pas avec mes collègues. J'étais en train de bosser sur ce métier, sur des rendez-vous que j'avais avec des clients, travailler sur des comptes rendus, etc. Et le soir, pareil. Le soir, je faisais mes rendez-vous avec les clients. Et des fois, le matin, j'arrivais même plus tôt au bureau pour pouvoir préparer mes rendez-vous. D'accord. Donc ça me bouffait quand même pas mal de temps. Enfin, c'est pas que ça me bouffait du temps, c'est que j'aimais ça, en fait, finalement. Mmh. Donc voilà. Et puis après, il s'est passé un petit incident au travail. Je pense que on était peut-être mi-août. Enfin, un incident, en fait. Je travaillais sur une mission pour une grosse banque. Euh, et en gros, je me suis rendu compte que je devais en fait auditer un de leurs outils, des outils qu'ils utilisaient. Et je me suis rendu compte que les outils étaient vraiment pas bons. Et surtout que c'était au détriment de leurs clients. Donc en gros, qu'ils D'accord. arnaquaient un petit peu leurs clients avec leur méthodologie de calcul. Et en D'accord. fait, mon travail, moi, c'était de certifier que l'outil était bon. Et en fait, ils voulaient une certification d'un cabinet indépendant pour avoir la certification que l'outil était bon, qu'il marchait bien. Et parce qu'il y avait justement, ils étaient en procès avec quelques clients. Et donc, ils voulaient avoir cette certification-là. Chose qui m'a pas plu du tout. Euh, Mmh. et donc là, à ce moment-là, je me pose la question, je me dis, écoute, tu as une autre activité qui te plaît beaucoup, qui commence à marcher. En tout cas, même si j'avais pas forcément des gros résultats, je passais énormément de temps dessus et j'aimais ça. Et puis une autre activité où voilà, j'ai eu ce petit incident, ce gros incident en fait qui m'a complètement déplu. Donc mi-août, je demande ma rupture conventionnelle Ah ouais, direct. que j'obtiens, que j'obtiens, OK. que j'obtiens et que j'obtiens. Je négocie pour partir vraiment plus tôt et je crois fin septembre, je me lance en pleine activité dans le métier. OK. Donc là, tu développes, une équipe, comment ça se passe? Alors, du coup, là, comment ça se passe? L'idée, alors c'est que là, voilà, j'arrive sur fin septembre, à peu près, voilà, je suis à peu près vraiment fin septembre, et je me dis, faut que je démarre vraiment fort sur ce métier-là. Et donc, je fais des conférences, je commence à faire plein de conférences sur l'activité. Plein de rendez-vous, plein de conférences. Alors, j'ai commencé par faire beaucoup de rendez-vous, et vu que j'avais un réseau quand même, grâce en fait aux événements que j'avais organisés avant, ça m'a permis d'avoir un réseau assez conséquent. Et, euh, et ouais, il y a une bonne pratique que j'avais quand j'étais salarié, c'était de tous les midis d'essayer de déjeuner avec une personne différente. Donc certes, des fois, je mangeais avec mes collègues, mais aussi rester en contact avec mes anciens camarades de classe, OK. camarades, avec mes anciens collègues de classe. Et donc du coup, chaque midi, j'essayais de manger avec une personne différente. J'hésitais pas à me déplacer dans Paris pour pouvoir déjeuner avec quelqu'un. Et Là, c'est bon, là, Joinville-le-Pont, tu y allais, là. ouais, du coup, il n'y a pas beaucoup de compagnies d'assurance à Jean-Ville-le-Pont. C'est assez ciblé. Ouais, c'était vraiment la défense Saint-Lazare et Mmh mh. Montparnasse, donc ça va. Et donc voilà. Et donc du coup, j'ai juste continué à faire ça, mais plus qu'en tant qu'actuaire, en tant que conseiller en investissement. Et puis quand je leur parlais de mon métier et je leur expliquais pourquoi j'avais décidé de faire ça, forcément, eux, ils rencontraient exactement les mêmes problématiques que j'ai rencontrées quand je me suis posé la question. Donc ça a été mes premiers rendez-vous, mes premiers clients. Et puis à partir de janvier, en fait, je me suis lancé un petit défi
où j'ai mis en place, je faisais avec Camille, mon meilleur ami, on faisait 2 conférences par semaine. Ah oui. Ouais, on faisait 2 conférences par semaine et on a tourné comme ça pendant à peu près quasiment 1 mois et demi, 2 mois. Mmh. C'était dur. Il y a eu des fois où, on s'est retrouvés à des conférences ou, à animer des conférences où on avait, 1 ou 2 personnes dans la salle. Ah Mais oui, c'est ça. Ouais. on continuait à faire ça et ça nous a, pas mal motivés parce que ce qui était bien, c'est que même s'il y avait, qu'1 ou 2 personnes dans la salle, bah, finalement, ça nous permettait de complètement roder notre discours et d'être Oui. convaincus par rapport à ce qu'on Mmh. présentait. Parce que, bah, du coup, on avait des objections, on avait des gens qui arrivaient, qui nous posaient des questions auxquelles au début, on savait pas forcément répondre. Donc il fallait qu'on creuse, il fallait qu'on Mmh. trouve les réponses, il fallait qu'on change nos axes, et cetera. Et ça nous a permis d'être complètement fluide sur la présentation de notre activité, de Mmh. nos produits, et cetera. Donc ça a été vraiment, notre gros démarrage. Heu mon gros démarrage, c'était vraiment ce gros boost-là. Et puis, même si j'avais pas forcément des résultats tout de suite, ce qui était bien, sur ça, c'est que, bah, du coup, je me posais pas forcément beaucoup de questions. Je me dis: «Tant que tu Ouais. travailles, tant que tu avances, c'est l'essentiel». OK. Oui, bah, de toute façon, c'est logique. Ouais, Ça marchait pas encore tout de suite, mais comme tu venais de te lancer, c'est aussi normal que ça prenne son temps, que toi tu rôdes ton discours, que enfin, OK. ouais, non, non, c'est complètement, complètement. Et ensuite, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, du coup, bah, ensuite, voilà, bah, là, ça fait maintenant, 6 ans et demi que j'ai monté cette activité-là. Mmh. Et puis ensuite, il y a eu d'autres projets. Il y a eu d'autres projets, je Donc me tu as eu envie de te diversifier un petit peu. ouais, Donc ça coulait cette activité-là, elle coulait à peu près, ça fonctionne et tu arrivais à t'autogérer, ouais, avec une équipe aussi et donc ça marche ouais, et donc du coup, pourquoi les autres idées et quelles étaient les autres idées? yes, bonne question. Heu, alors du coup, ouais, pourquoi les autres idées? Alors je suis arrivé, alors je m'en souviens, il y a un moment, je pars en vacances avec mon ex-copine. On part en vacances, on a fait Malaisie, Bali, on a fait 3 semaines, on a fait Malaisie, Bali, Singapour. Mmh. Et pendant ces 3 semaines de vacances, allez, un peu plus de 3 semaines, en gros, je rentre, un énorme chiffre d'affaires comme jamais ça m'est arrivé alors que j'étais en vacances et je travaillais très peu. Je travaillais peut-être 2 heures ou 3 heures par semaine à ce moment-là. Parce que du coup, elle était vraiment très à cheval sur le fait que j'avais pas le droit de travailler en vacances. Donc, et en fait, le seul travail que je faisais, c'était valider ou relancer des factures. Et donc, je fais un Mmh. énorme chiffre d'affaires sur ce mois-ci. Et je me dis, bah, là, c'est trop cool parce que mon activité, elle marche même quand je suis pas là. Et ça, vraiment, c'est un des rêves des entrepreneurs, c'est de se dire, bah, du coup, on a réussi à créer une activité qui nous permet de générer un revenu qui soit passif, un peu indépendant de nous, qui s'autogère, en fait, finalement. Et là, je me dis, ah, c'est cool parce que je peux potentiellement me dégager du temps pour faire autre chose. Mais alors, comment tu as fait pour que ça s'autogère, du coup? Ouais, alors, bah, du coup, il y a plein de choses. Il y a des process à mettre en place. Est-ce que tu as des conseils à donner aux entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer et qui se disent: «Mais je vais mettre, je sais pas, 10 ans avant que ça s'autogère et que ça se rémunère un minimum», quoi? Ouais, et ben alors, du coup, l'idée, c'est de l'automatisation. C'est marrant parce que j'en parlais encore ce matin avec quelqu'un qui fait la même activité que moi. OK. Et en gros, l'idée, c'est d'automatiser au maximum les tâches pour que ce soit pas chrono. En fait, faut éviter en fait toutes les tâches chronophages et il faut essayer de les automatiser au maximum. Donc, les automatiser, la première question, c'est déjà mutualiser ce que vous pouvez mutualiser. Donc, j'essaie de donner des conseils qui sont assez généraux parce que pas forcément Oui, spécifiques à mon ouais. activité, mais essayer de mutualiser ce qui peut l'être. Se créer aussi, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est me créer des campagnes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des moments, vu que j'ai une activité où je vais proposer enfin, des produits qui sont assez différents, bah, je vais essayer de me focaliser sur un produit pendant une certaine durée. Donc, pendant un OK. mois, je vais me focaliser sur une chose, ce qui fait que j'ai pas je vais pas avoir mon esprit qui va pas être sur plusieurs choses en même temps et je vais avoir une certaine automatisation des tâches. Ça va être automatique, c'est-à-dire que j'aurai exactement les mêmes process à répéter tout le temps. D'accord. Ça, c'est vraiment bien.
En plus de ça, ce qui est bien, c'est que quand je fais ces campagnes-là, c'est que je vais aller voir un maximum de personnes. Et finalement, en fait, quand les gens me disent non, c'est pas très grave parce que je sais que j'ai une énorme liste d'attente. Et là, ça me booste énormément. Et en plus, ça va créer de l'inertie qui fait que derrière en fait, j'aurai plus que de la validation de facture ou finaliser ou closer en fait mes produits. Donc ça, si j'ai deux conseils à donner, donc c'est une part la mutualisation, essayer de regrouper un maximum de choses. Et le deuxième conseil, c'est clairement, c'est peut-être, du coup, si vous avez des business où vous avez différents produits, c'est vraiment cet effet de campagne, savoir quelles sont les saisons des gens en fait. Les gens sont plus intéressés par ça, par exemple, au début de l'année, ils sont plus intéressés par ça au milieu de l'année, plus intéressés par ça à la fin de l'année. Si je vous donne un exemple, par exemple, sur mon activité. Oui, dans ton activité, vas-y. Ouais, sur mon activité, très simple, hein, c'est quel est le moment de l'année que vous aimez pas trop. Généralement, c'est quand on fait sa déclaration d'impôt et qu'on sait combien on va payer d'impôts. Donc là, moi, très simple, hein, c'est à ce moment-là, je vais voir mes clients, je leur dis, écoutez, je peux vous trouver des solutions pour payer moins d'impôts. Très simple. Et là, du coup, oui, c'est la problématique qu'ils rencontrent à ce moment-là. Et donc moi, je suis la personne qui répond à cette problématique. Ok. À ce moment-là. C'est une très bonne idée. Ouais. Se caler sur les envies de ses clients. Ouais, et les besoins. Ouais, clairement. Et vraiment répondre à ce besoin-là. Et puis, ce qui est bien, du coup, à force de le faire chaque année, moi j'ai des clients maintenant qui, une fois qu'ils ont fait leur déclaration d'impôt, ils me contactent directement et me disent voilà, Pierre, j'aimerais bien qu'on remette en place la solution qu'on a mis en place l'année dernière. Et je leur dis ok, il n'y a pas de problème, et ça me prend 5 minutes. Oui, donc la automatisation. La automatisation. Donc voilà, très simplement. Et généralement, même des fois, ils me mâchent le travail. C'est-à-dire que là, ça m'arrivait en début d'année d'avoir, parce que j'ai une campagne que je lance en début d'année aussi, les clients qui m'envoient directement un mail en me disant je veux souscrire tel montant, voici les pièces justificatives. Trop bien. Génial. Super. Donc voilà. Donc, tu es arrivé à cette phase de cette activité où tu avais assez automatisé, assez délégué et assez, oui, c'est ça, automatisé tout court, les choses pour pouvoir te dire, OK, j'ai envie de partir sur, m'ouvrir à d'autres possibilités. Ouais, complètement. Et donc là, en fait, ça s'avérait qu'à ce moment-là, je faisais un sport qui s'appelle le CrossFit. Je pense que tu connais, Alexandre. Ah oui, un petit peu. Donc du coup, là, je faisais du CrossFit et puis je me suis mis à prendre des cours particuliers de CrossFit avec un coach. Et un jour, donc du coup, je faisais ça donc avec un coach. On faisait ça à deux avec un autre ami à moi. Alors, je vous précise bien ça parce que vous allez voir que toutes mes aventures entrepreneuriales, ça a été toujours lié aux gens plus qu'à l'activité en elle-même. Parce que là, le conseil en investissement, je l'aurais jamais commencé si j'avais pas eu mon meilleur ami qui était avec moi. Et là, cette activité-là, la deuxième boîte dont je vais vous parler, du coup, c'était pareil. J'étais avec un très très bon ami à moi. On s'entraînait, on prenait des cours avec un coach particulier. Et puis, à la fin des cours, on aimait bien prendre un verre avec lui. C'est bien, tu fais du sport pour aller reprendre un verre. On faisait du sport pour prendre un verre derrière, c'est vrai. Et donc, du coup, il a commencé à nous parler d'un projet qu'il avait de monter une salle de CrossFit. Donc voilà, au début, il voulait le faire en banlieue parisienne, deuxième couronne. Et puis nous, ça nous a chauffé. On s'est dit, on aimerait bien faire partie de l'aventure. Donc voilà, au début, on voulait être juste des investisseurs, hein, on voulait juste mettre de l'argent. Et puis je m'en souviens très bien avec mon pote, on s'est dit, on met juste de l'argent. Et puis au pire, on aura un abonnement gratuit à une salle de CrossFit. Donc c'est trop cool, en vrai. Et puis voilà, et puis après, au fur et à mesure de l'aventure, on s'est rendu compte qu'on s'y prenait vraiment. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire des recherches de locaux, on a commencé à donner des vrais conseils, à se dire non, il faudrait plutôt que la salle se trouve dans Paris, parce que dans Paris, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de salles finalement dans Paris Intra, parce que c'était cher. Surtout là où elle est localisée maintenant, je sais à laquelle tu penses, du coup, il n'y en a pas beaucoup dans ce coin-là. En tout cas, quand elle s'est lancée, il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est vrai que vous avez aussi fait le site internet, des choses comme ça. Ouais, après, il y a plein de choses. En fait, c'est ça qui est marrant quand on arrive sur une activité qu'on ne connaît pas du tout.
il y a plein de choses qu'on découvre sur le tard. Ça, c'est ce que j'adore en fait dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on connaît pas, on fait des erreurs, mais on apprend. Il y Et a- alors, du coup, est-ce que tu as des erreurs sur lesquelles tu as envie de nous parler, des galères que vous avez rencontrées? Et d'ailleurs, je pense que le confinement n'a pas aidé sur certaines galères Ouais, cette année. ouais, complètement. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on a eu comme galère? Bah, première galère en fait, et du coup, c'est ça qui m'a, qui m'a vraiment poussé, enfin, qui m'a poussé à m'investir plus dans l'activité. C'est qu'en gros, bah, du coup, bah, les personnes qui pilotaient un petit peu ce projet-là, elles n'étaient pas forcément orientées sur la partie finance, business plan, ce genre de choses. Mmh. Chose que moi non plus, j'étais pas forcément orienté dessus au départ, mais j'avais quand même eu un background plus financier. Oui. Donc moi, je me suis pas du tout intéressé à ça parce que j'étais un investisseur à la base. Et, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on présentait notre dossier à une banque ou à un propriétaire, on avait toujours un refus. Un refus où il nous disait que c'était trop léger ou que ça allait pas, etc. Et en fait, c'était très simple parce que le business plan qui avait été fait de base, il avait été fait par une comptable pour un local en deuxième couronne. Mmh. Donc forcément, quand on présentait Bah ce oui. business plan-là à un propriétaire ou à une banque en disant qu'on veut investir sur Paris, il nous disait bah non, ça ne va pas, il y a un Oui. problème. Vous demandez 30 000 euros à la banque alors qu'il vous en faut 100 000. Donc ça va pas. Et en plus, c'était un business plan qui portait sur 3 pages, il n'y avait pas d'études de marché, etc. D'accord. Donc voilà, donc du coup, on s'est chauffé avec Thiago, on s'est dit, bon, bah, écoute, on va monter un business plan solide. Et donc du coup, on s'est pris une semaine, on finissait tous les soirs à 1h du matin pour monter un business plan de 70 pages et qui du coup a beaucoup plus marché. Mais ça, c'est par exemple, c'est une erreur. Au début, on l'avait même pas identifié. C'est-à-dire qu'on Oui. savait même pas que le problème était là. Donc ça a été par exemple une des choses qu'on a découvertes. Et, et après, ouais, voilà, des trucs tout bêtes, c'est que pareil, du coup, quand on a monté notre business plan, il y a plein de choses qu'on savait pas. Par exemple, on savait pas que, vu qu'on montait notre société pour la première fois et qu'on demandait à enfin, demandait à louer un local, le proprio voulait qu'on ait une garantie à la première demande. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Une garantie à la première Mmh. demande, c'est demander à ce qu'il y ait bloqué, alors ça dépend du propriétaire, mais en général, c'est 6 mois de loyer bloqué sur un compte à la Mmh. banque. D'accord. Là où, voilà. Et ça, par exemple, ça, nous, on ne savait absolument rien. Donc, du coup, il faut le Mmh. provisionner. Et puis, là, aujourd'hui, on paie 10 000 euros de loyer. Donc, du coup, tu imagines ce que c'est, 6 mois de loyer bloqué sur un compte. Compliqué quand tu as pas encore lancé l'entreprise, que tu as pas Un encore peu de clients. complètement compliqué. C'est complètement compliqué. Donc là, par exemple, une solution qu'on a eue, c'est d'ouvrir en fait notre capital à des investisseurs extérieurs qu'on connaissait, pour leur demander qu'ils nous investissent sur la boîte. Et en contrepartie, et là-dessus, bah, ça a été un peu ma partie conseil en investissement, bah, du coup, ils pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt sur le D'accord. montant investi. Donc, donc voilà. Donc ça a été, enfin ça par exemple, je te parle de 2 galères qu'on a eu par exemple, quoi. Eh ben super, super intéressant. Et donc du coup, bah, cette boîte, elle continue de tourner Ouais, avec comme elle peut en ce moment. clairement. Et t'en as eu d'autres encore? Ouais, donc du coup, j'en ai eu d'autres. Alors, donc ouais, donc là aujourd'hui, on est un peu impacté par le confinement. On est complètement fermé. Et on essaie de donner des cours en extérieur quand on Mhm. peut. Quand vous pouvez et que les autorités vous l'autorisent. Quand les autorités nous autorisent, parce que là, ouais, on a un gros sujet avec la préfecture de police qui nous interdit de donner des cours devant la salle parce qu'ils considèrent que devant la salle, c'est comme si c'était à l'intérieur de la salle, ce que je comprends pas, mais bon. Non, je pense qu'il y a autre chose derrière. Mais oui. Je pense qu'il y a forcément autre chose derrière. Mais bon, on est en plein là-dedans. On est en plein Ok. là-dedans. Bon, courage. Ça va le faire. Faut rester positif. Je pense que ça va le faire. Ça va le faire, ça c'est sûr. Donc voilà. Et après, donc, je suis parti en vacances. Parce que j'aime bien partir en vacances, mais je suis parti en vacances à Palma de Mallorca en 2019, en Mhm. juin 2019. Et chaque année, en fait, avec des potes, on aime bien louer une villa pendant une semaine. Une villa assez paradisiaque, enfin, vraiment bien. Avec piscine, là, c'était avec piscine, terrain de tennis, terrain de basket, enfin, un truc vraiment cool, La base, quoi. la base. Et on était à Palma.
Et en fait, bah, du coup, on se retrouve, enfin moi je me retrouve tous les matins à me lever un peu tôt pour bosser avant que les autres se lèvent. Et je suis au bord de la piscine avec mon ordi en train de taper. Donc vraiment le cadre trop, trop cool. Et puis je me rends compte qu'il y a une pote d'une amie à moi qui fait exactement la même chose. Elle se lève tous les matins, pareil, à 8 heures, et on se retrouve tous les deux levés en train de bosser. Et là, on commence forcément à parler d'entrepreneuriat. Et là, c'est coup de foudre entrepreneurial. C'est vraiment, enfin, on adore notre façon, réciproquement, notre façon de travailler. Et à la fin de cette semaine, on se dit, il faut absolument qu'on monte quelque chose ensemble. Je sais pas quoi, mais on va monter quelque chose ensemble. Donc là, on a continué à se Donc voir encore une rencontre qui est liée à une création d'entreprise. complètement. Ah, complètement. Là, du coup, ouais, c'était assez cool et assez marrant. Et on a continué à se voir. Et puis elle m'a dit, bah, écoute, ce serait cool que tu m'aides sur mes problématiques financières. Je lui ai dit avec plaisir. Et elle, en fait, elle a travaillé plusieurs années chez Facebook avant de monter sa boîte de com, Goupil, qui est à la fois au Portugal et à la fois en France, où bah, du coup, elle va intervenir sur du conseil en stratégie com pour des grosses boîtes. Elle a travaillé pour Redskin, Petit Bateau, David Douillet récemment, plein de choses comme ça. Et donc, du coup, elle me dit, bah, si tu veux, je peux t'aider un peu sur ta stratégie commerciale de communication. Je suis avec plaisir. Donc, on essaie de se voir régulièrement. Et puis, un jour, on se dit, ah, c'était vraiment cool quand même. La semaine qu'on avait passée à Palma, le matin, on se levait, on bossait, le cadre était ouf, etc. Et on se dit, bah, franchement, viens, on lance ça, quoi. On regroupe plein d'entrepreneurs et on se dit, écoutez, les gars, on part dans un cadre de rêve pour taffer. Et puis en plus, on peut apporter de la formation parce qu'on a envie de transmettre ça. Et oui, et en parallèle, ça, j'ai oublié de le dire, mais en parallèle, je donnais des cours d'entrepreneuriat aussi à la fac. Et il s'avérait qu'elle aussi, elle donnait des cours C'est d'entrepreneuriat. important comme point quand même. Ouais, c'était un point important, j'avoue. J'ai donné pendant 3 ans des cours d'entrepreneuriat en master Ok, 2, à raison de, je n'avais pas beaucoup d'heures, j'avais 15 heures par an, d'accord. 5 Bah, fois c'est déjà 3 bien. heures. 5 fois 3 heures, c'était intéressant. Moi, j'aurais bien aimé avoir des cours d'entrepreneuriat en master. Ouais, bah enfin, c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que les élèves ont vraiment beaucoup d'imagination. On essaie d'avoir une approche, parce que je le faisais avec mon meilleur ami Camille, on essaie d'avoir une approche Encore. complètement encore, ouais, toujours accompagné. C'est bon, Camille, t'es toujours là. Camille. Et Ouais, mais non, mais c'est important. Enfin, moi, j'aurais bien aimé, tu vois, maintenant que je suis entrepreneur, j'aurais bien aimé avoir des petites bases qu'on me dise, bah, tu devrais faire comme ça, ou pour gérer ton administratif, ou faire tes comptes, ou machin, va falloir que tu fasses ci, va falloir que tu fasses ça, et pas devoir juste regarder sur l'URSSAF et chercher pendant des heures des trucs et avoir des réponses à des questions en fait qu'on n'a pas. Enfin, donc ouais, avoir des cours d'entrepreneuriat, c'est utile. ah non, c'est sûr, c'est sûr. Non, non, complètement. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai monté ma première boîte. Enfin, enfin, c'est marrant parce que l'URSSAF pense qu'on sait absolument tout alors qu'on connaît rien, on se lance en fait finalement. C'est ça. Il n'y a pas forcément de guide ni de formation dédiée à ça, Mm. donc c'est assez compliqué. Et donc, avec cette belle personne, tu as fondé une boîte pour rejoindre des entrepreneurs ensemble, leur donner des cours d'entrepreneuriat, se motiver, etc., faire des brainstorms pendant la semaine, etc., tout en ayant l'impression en fait d'être un peu en vacances pendant ce séjour. Et donc, en gros, allier travail et bien-être, quoi. Complètement. Et donc du coup, on monte ça. On monte ça avec Elsa, on se dit, bah, on va monter ça. Donc on travaille dessus, site internet, etc., communication, vidéo, et puis, euh, et puis on avait fait 2 soirées de lancement sur les 6 derniers mois de 2019 et on se dit bah, on va lancer ça pour mi 2020. Et comme vous savez, 2020, ce qui se passe, c'est qu'il y a le Covid. Donc forcément, on a Et plein de ben, personnes qui sont inscrites et qui veulent venir, ouais, mais on se retrouve à devoir annuler notre événement, oh là là. le Pôle entrepreneur. Donc voilà, première grosse galère. Donc là, on accuse Ouais. un peu le coup. J'avoue, pendant le confinement, on a essayé de s'appeler en se disant, allez, on va essayer de repousser à septembre. Finalement, septembre, c'était compliqué. Et puis, un jour, on s'appelle avec Elsa, on dit, écoute, Elsa, voilà, enfin, moi, je lui dis, écoute, Elsa,
j'ai l'impression que ça marche pas et que là, avec le Covid, ça va être compliqué. Et puis, voilà, moi, j'ai déjà 2 autres projets à côté. Donc, j'ai envie d'un peu de me focus sur ça. Et je lui dis, bah écoute, si tu veux, on se laisse un mois. Et si ça marche pas en un mois, si on n'arrive pas à relancer Colo, si on n'arrive pas à pivoter, bon, on laisse tomber. Et Donc, alors? on est d'accord là-dessus. Et en fait, en un mois, on a complètement changé l'axe de Colo Entrepreneur. On s'est dit, si on peut pas bouger à l'étranger, c'est pas grave, on va faire de la formation à distance. Donc, on va coacher des Carrément. entrepreneurs en visio. Et là, du coup, on lance cette offre-là. On a 5 personnes, donc on l'a lancée fin décembre à peu près. Et là, enfin, alors là, du coup, ça fait à peu près 2 mois, on a eu 5 personnes qu'on a coachées. Donc, Mhm. très cool, vraiment très, très bien. Donc là, vous l'organisez comme un programme de coaching, en plusieurs séances. Enfin, il y a vraiment un truc, un axe que tout le monde suit pareil. Et après, vous adaptez en fonction de la personne, c'est ça? Ouais, en gros, donc du coup, on propose plusieurs modules là-dessus, alors que ce soit le mindset, que ce soit la communication, que ce soit le business plan, que ce soit même mettre en place une strat. Les gens ne savent pas forcément faire. Donc, on va vraiment proposer plusieurs modules et puis on va faire ce qu'on appelle un audit. Donc, pendant 1 heure et demie, on va échanger avec l'entrepreneur, ça c'est gratuit. Donc, on échange avec lui et on lui dit, bah, et à travers, donc, parle-nous de ton projet, qu'est-ce que tu veux porter, où tu veux arriver, combien de temps tu as à y consacrer, etc. Et donc, on va définir avec lui une sorte de cahier des charges et on va axer, on va se dire, bah voilà, toi, aujourd'hui, avec les problématiques que tu rencontres, avec ce que tu veux, et puis on va vraiment être dans le dialogue avec lui. Voilà sur quel module faudrait que tu axes, et on va lui proposer derrière bah, de le former là-dessus, tout simplement. D'accord. Et Donc, donc là, c'était depuis quand que vous avez relancé ça? on a lancé ça, c'était fin décembre, début janvier, De donc cette là, année. c'est très D'accord, récent. là. Donc en un mois, vous avez formé 5 personnes. Et en un mois, on a eu 5 personnes qui nous ont suivis là-dessus. Euh, Ok. donc voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a un peu de tout. On a des entrepreneurs qui se lancent complètement, qui lancent un nouveau projet, puis on a des entrepreneurs qui ont 5-6 années d'expérience. D'accord. Par exemple, j'ai un exemple d'un entrepreneur qui travaille dans le domaine de l'informatique. Et lui, sa problématique, c'est qu'il voulait lancer un produit spécifique pour aider la comptabilité des entrepreneurs. D'accord. Et donc, du coup, il fallait qu'il crée toute une strate, qu'il crée un business plan. Il faut savoir tarifer le produit, il faut apprendre comment communiquer, quel réseau social il faut utiliser pour ça. Il veut pouvoir continuer son activité dans un premier temps à côté. Donc, du coup, il faut arriver à s'organiser. C'est Mhm. important pour l'entrepreneur. Comment je vais m'organiser, je vais pouvoir suivre, comment je vais traquer, quel KPI je dois mettre en place pour pouvoir suivre, l'évolution, enfin, suivre mon projet, etc. Donc, on a vraiment travaillé sur là-dessus pour pouvoir faire le lancement de ce produit. Donc là, par exemple, c'est un entrepreneur qui avait déjà de l'expérience, Ouais. mais on a travaillé sur un Il produit. avait besoin de clés pour lancer son projet. Ouais, complètement. Complètement. Bon, bah là, ça a l'air de rouler, mais quand même, vous n'avez pas lâché votre idée de séjour. Rassure-moi. Alors, du coup, voilà, ça c'est assez marrant que tu poses cette question, parce qu'il y a quelques jours, donc j'ai posté en fait une story sur mon compte Insta, et pour demander bah, du coup, quels entrepreneurs seraient chauds pour bah, partir une semaine ensemble. Et là, l'idée, c'est pas forcément de se dire bah, on va faire de la marge ou gagner de l'argent, mais c'est juste être pendant une semaine avec des gens qui ont le même mindset que nous, quoi. C'est très Mhm. simplement. Et assez marrant, on a eu 25 personnes qui étaient chaudes pour le Ouais. faire. Là, aujourd'hui d'ailleurs, je vais monter le groupe Facebook pour pouvoir communiquer là-dessus, définir un lieu, définir une date, pour que, ben voilà, on ait peut-être une dizaine de personnes, peut-être entre 8 et 10 personnes qui viennent et qu'on se retrouve pendant une semaine dans un cadre stylé pour pouvoir échanger, faire avancer nos projets. Oui, parce que là, ça rouvre les frontières, tout ça, ça commence à rouvrir un peu. On commence à avoir un petit Ouais, peu plus de visibilité sur les vacances peut-être d'été, etc. Donc, ça peut complètement. se relancer. Ouais, et surtout sur l'Europe, quoi. Sur l'Europe, ça s'est ouvert. Mm. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Et puis on a eu une autre opportunité aussi. Ça paraît, hein, quand on a relancé, ça arrivait à peu près en janvier, où on a un formateur pour coach sportif qui est venu nous démarcher pour nous demander de mettre en place toute une formation entrepreneuriale pour les coachs sportifs. Donc D'accord. là, lui, il a un gros réseau.
et du coup, il nous met à disposition son réseau pour qu'on puisse dispenser une formation là-dessus, qui sera D'accord. d'abord en visio, par Zoom, et après, dans un second temps, on va la digitaliser pour que, du coup, ce soit juste des vidéos qu'ils puissent regarder pour suivre cette D'accord. formation. Et donc le but, c'est de former des coachs sportifs à mieux gérer le fait qu'ils soient entrepreneurs, leur comptabilité, leur communication, enfin, en gros, tout ce qui est autour de, leur activité principale qui est d'être, coach sportif, quoi. Complètement. Vraiment avoir endossé ce rôle de chef d'entreprise aujourd'hui, Mmh. au-delà du simple coach sportif. Parce que Oui. c'est vraiment cette double casquette qu'on a aujourd'hui. C'est à la fois d'être la personne opérationnelle, mais également la personne au-dessus qui s'occupe de toute la partie pilotage, en fait, finalement, qu'on dit. Bon, bah, ça va, alors que l'entrepreneur peut repartir. Ouais, du coup, J'ai eu peur. on s'est mis un gros coup de pression sur le mois de décembre et du coup, qui nous a permis de relancer ça, quoi. OK, et c'est super intéressant parce que du coup, ça montre aussi que, OK, il y a eu, des hauts, des bas, vous avez failli lâcher l'affaire en vous démoralisant et en vous disant: «Putain, le covid, c'est mort, quoi», et Ouais, puis finalement, regain d'énergie, vous êtes motivés à 2 et vous avez réussi à faire, quelque chose, que vous imaginiez pas du tout, à la base, et ouais, finalement ça fonctionne, quoi. ouais, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, c'est sûr. C'est sûr, ouais. Et, ouais, Faudra complètement. faire le bilan à 1 an, voir si vous avez réussi à organiser votre petit séjour quand même, si vous Ouais, avez, construit votre module pour coach sportif, et cetera. on fera le bilan en fin d'année, on verra. Mmh, Mais là, pour le module, c'est vraiment, enfin, c'est imminent, hein, c'est dans les prochains mois et après, bah, le super, séjour, on verra comment ça se passe. OK, et ben, je suis in, pour le groupe Facebook. OK, non, ça marche avec plaisir. Est-ce que du coup, il y a autre chose? Il y en a d'autres, des projets comme ça? Ouais, alors il y en a un dernier, en tout cas, enfin monté, en tout cas, il y Ouais. en a un dernier. Après, il y a des idées, il y en a plein, mais il y en a un dernier projet que j'ai monté pendant le premier confinement, Mmh. donc en parallèle de colo. Donc pendant le premier confinement, alors ce qui s'est passé, c'est que sur la fin d'année 2019, je suis parti au Togo, parce que ma mère est originaire du Togo. Et au Togo, j'ai croisé mon oncle, qui est directeur de la sécurité du plus gros hôtel de Lomé, un hôtel 5 étoiles, un gros poste. D'accord. Et puis en discutant avec lui, en gros, mon oncle, en fait, ça a été un peu mon idole pendant toute mon enfance, parce qu'il était capitaine dans l'armée, et c'était la personne qui m'a vraiment aidé sur la partie développement personnel. D'accord. Et je passais énormément de temps avec lui. Parce qu'en fait, il y a eu toute une période en France où il est venu en France, pour vous raconter un petit peu l'histoire. Et il y a une période où il est venu en France parce il a fui le Togo parce qu'il y avait un coup d'État à l'époque là-bas. Et donc, du coup, il était réfugié politique en France. Donc, il est venu D'accord. chez nous, chez mes parents. Et pendant toute la période, en fait, où il est resté à la maison, j'ai passé énormément de temps avec lui. Et c'est lui qui m'a un peu inculqué tous ces préceptes de développement personnel, de force de caractère, etc. Donc j'avais vraiment beaucoup d'admiration pour lui, pour son parcours, pour ce qu'il fait, enfin tout par quoi il est passé. Et donc du coup, je le retrouvais donc là au Togo plusieurs années plus tard, sachant que j'y suis allé, ça faisait 20 ans que j'étais pas allé au Togo quand j'y suis retourné. Et donc du coup, on a beaucoup discuté. Et pareil, je me suis dit, faut qu'on monte un projet ensemble au Togo, quoi. Et Et donc du alors? coup, je rentre en France. Je rentre en France et là je me dis, en discutant avec un pote qui avait monté un projet aussi en Afrique, je me dis, voilà, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est mettre en relation euh, des gens qui travaillent en Afrique sur des problématiques, alors plus des problématiques IT, informatiques, les mettre en relation avec des boîtes en France. D'accord. Parce qu'ils bossent très très bien Mmh. là-bas, et que en fait en France, sur la partie informatique, on a du mal à trouver des gens qui soient capables de faire enfin, des tâches qui sont un peu chronophages ou faciles ou enfin, des tâches très simples, que ce soit bah, faire un site internet ou ce genre de choses. Mmh. Ou alors, si on les trouve, ça coûte cher. Ouais. Donc voilà. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ben, on va mettre en relation en fait, des gens qui travaillent dans la partie informatique avec des sociétés en France. Donc on a lancé ça
On a lancé ça pendant le premier confinement. On a recruté nos premiers mecs en juillet. Et là, ça tourne beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Franchement, c'est juste génial. Donc voilà. Et là, on est en train de, là, pas plus tard que tout à l'heure, là, mon oncle m'a envoyé une dizaine de locaux parce on va leur trouver un local, pour qu'ils puissent travailler là-bas. D'accord, donc Et là, ils sont de chez eux pour l'instant et du coup, après, ils auront un local pour travailler. C'est cool. pour bosser là-dessus, pour bosser sur ce genre de projet. Ouais. Donc c'est vraiment cool. Ça, c'était la première phase. Enfin, c'est la première phase qu'on a lancée. Et voilà. Et ce qui est génial, c'est par exemple, pas plus tard que le mois dernier. Donc du coup, aujourd'hui, ils sont 7 à travailler avec nous. Pas plus tard que le mois dernier, du coup, en regardant un peu combien ils nous ont facturé, ils ont gagné entre 3 et 5 000 euros Chacun? chacun. Ah, purée. D'accord. Ce qui fait que, enfin, moi j'ai trouvé ça juste génial quand mon oncle m'a dit en fait il gagne 3 fois ce que gagne un ministre là-bas. Et donc là je me suis dit ok, cool. Trop bien, c'est des ministres en fait. Ouais, c'est des ministres. En vrai, et du coup ils sont tellement contents, ils font que remercier mon oncle tous les jours à chaque fois qu'ils le voient de lui avoir donné cette opportunité-là. Trop bien. Donc ouais, et ça c'est génial parce que du coup on se rend compte qu'aujourd'hui on apporte vraiment de la valeur ajoutée aux gens là-bas. Complètement. Et au-delà d'être un projet entrepreneurial, c'est aussi un projet, je dirais, c'est fort de dire humanitaire, mais enfin, c'est quand même, enfin, vous aidez des personnes qui sont à l'étranger, qui sont pas français, qui ont, enfin, besoin de trouver du travail. Enfin, voilà, c'est super cool, quoi. Ouais. Mm. Alors Ouais, peut-être qu'il y en a qui sont français, hein, je dis peut-être des bêtises, mais enfin, non, mais c'est super cool de montrer que dans d'autres pays, on peut venir aider la France sur certains besoins, et que tout le monde peut travailler et faire des métiers exactement comme tu dis, qu'on ne trouve pas forcément en France ce qu'on veut, et donc on peut le trouver aussi ailleurs. Enfin, voilà, mettre ça en avant, c'est super cool. ouais, non, super cool. Après on n'est pas les premiers à le faire, hein. Il y a plein de personnes Oui, qui je pense que oui, mais ça a été le Togo en fait, clairement le Togo parce ouais, que du coup c'est mon pays de cœur un peu. ouais. Et donc voilà, et donc du coup ça c'était un peu la première phase du projet. La deuxième phase du projet, ça va être de développer des outils en interne Ok. pour pouvoir les proposer en Afrique parce qu'il y a vraiment un potentiel de développement en Afrique aujourd'hui qui est énorme. Donc voilà. Et là le premier outil qu'on va sortir, qui est d'ailleurs on se réunit ce week-end avec un de mes associés pour parler de ça à fond pendant un week-end. Ça va être un outil qui permettra de digitaliser tout le travail en fait du restaurateur et avoir D'accord. un suivi beaucoup plus précis de ses inventaires. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que et ça c'est assez marrant parce que cette idée elle vient pas forcément de moi, mais d'ailleurs j'en ai beaucoup parlé avec des gens qui m'entourent. Et notamment, j'étais au Costa Rica, on en parlait en off tout à l'heure, mais j'étais au Costa Rica il y a 2 semaines. Et au Costa Rica, j'ai rencontré un ancien restaurateur qui a monté, qui avait des food trucks au début et qui ont fait un carton dans Paris. Et du coup, il me disait, là, la problématique aujourd'hui des restaurateurs en France, c'est la gestion des stocks. Parce que il y a plusieurs choses, c'est que tu sais jamais combien tu dois acheter pour le lendemain, parce que tu sais, c'est incertain le nombre de personnes qui vont venir. Donc ça, c'est l'achat en lui-même. Et donc, du coup, nous, on aimerait bien mettre en place un outil de tracking avec intégrer un machine learning derrière qui permettra, en fonction des saisons, de savoir combien tu dois commander, etc. D'accord. Ah Donc, oui. ouais, donc là, ça sera vraiment intéressant. Donc, Et, on reparle de l'automatisation. et on reparle de la partie automatisation, ouais, complètement. Pour faire gagner du temps aux gens. Et donc voilà. Et donc du coup, en parlant avec cette personne au Costa Rica, il m'a dit du coup la problématique c'est ça, c'est que les restaurateurs aujourd'hui, ils ont vraiment beaucoup de problèmes à traquer leur partie inventaire, etc. Donc ça c'est un problème. Et le deuxième problème, c'est aussi le fait de faire des fiches recettes, un truc tout bête. Mais aujourd'hui, un restaurateur, il n'a pas de recette. Quand il fait une recette, du coup, c'est un peu
avec son expérience qui va faire son Ouais. plat. Mmh. Et donc, du coup, le fait d'avoir une fiche recette, ça te permet de savoir de manière précise exactement, bah, au gramme près, ce que tu vas mettre dans tel plat. Et ça a deux vertus. La première vertu, bah, ça te permet de mieux traquer ton inventaire. Et la deuxième Mmh. vertu, c'est si tu recrutes quelqu'un, bah, cette personne est capable Tu de te peux te faire, former facilement. Ouais. clairement, elle est capable de faire le plat à l'identique, Ouais. euh, sans, sans trop d'efforts finalement. Donc ça, c'est pour améliorer la dernière boîte que tu as créée, au Togo, c'est ça? Ouais, ce sera un produit qu'on va développer en fait à côté D'accord. et OK. qu'on va commercialiser notamment au Togo. D'accord. Voilà. Là, on a Bah, dis développé donc, à peu près à 50% et puis ce sera lancé sur cette année 2021. OK. Bah, dis donc, ça fait beaucoup de projets. Ouais. Est-ce que, tu en as d'autres à nous partager que tu as envie de développer incessamment sous peu? Alors là, pour l'instant, je pense que c'est pas mal. Sur la partie projet, je pense qu'on est pas mal sur les choses qu'en tout cas que je vais lancer. Euh, Après, ce qui est bien, c'est que le fait de travailler avec plusieurs personnes Mmh. fait que bah, les gens me tempèrent un peu. Que j'aime bien avoir plein d'idées, partir dans tous les sens. Et les gens me disent non, non, attends, on va se concentrer On d'abord va se sur ça calmer. et après on verra pour le reste. Donc ça, c'est cool. Mais j'ai pris une assistante aussi qui m'aide D'accord. depuis OK, bon, c'est bien. un an et demi, qui m'accompagne pas mal et qui fait le relais sur pas mal de sujets. Donc ça, c'est intéressant. OK. Bon. Donc c'est bien, tu as grandi quand même l'équipe et tu délègues un petit peu certaines tâches. Mais ouais, complètement. Et je pense que j'ai pas fini le recrutement là, cette année pour là-dessus parce que je me rends compte que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Mmh. Est-ce que, tu aurais du coup, pour un peu conclure cet épisode, des conseils vraiment clés, à redonner, même si tu les as déjà donnés, au regard de toutes tes expériences et des 4 entreprises que tu as déjà créées, Ouais, pour des entrepreneurs qui souhaitent se lancer? ouais. Alors, du coup, j'en ai pas mal de conseils, mais je vais dire, en fait, le premier, surtout, enfin, une question qu'on me pose souvent, c'est comment tu fais pour gérer autant de boîtes en même temps ou plusieurs projets en même temps dans chaque boîte. Euh, je pense qu'il y a deux choses en fait que je fais qui sont pour moi importantes. Je pense que la première chose, c'est la planification. Ça, il n'y a pas de secret. C'est votre semaine, elle doit être planifiée en vrai. Et, et ça marche comme ça. Hein. C'est que moi, j'ai des créneaux qui sont dédiés euh, à, euh, à une boîte call entrepreneur, Oui. un créneau qui va être dédié ma boîte principale sur l'investissement, etc. Et genre vraiment des créneaux qui vont être dédiés Mmh. à chaque chose. Donc ça, c'est hyper important. Il faut pas forcément se lancer en freestyle en se disant, bah, vas-y, bah, aujourd'hui, je vais voir ce que j'ai à faire, je vais faire les tâches les plus importantes et puis on verra après. Donc là, ça, c'est le premier point, je pense, qui est hyper important. Primordial, Et, ouais. et là, là-dessus, sur le fait de planifier, il y a même planifier ses moments off, quoi. Parce- Pour ne pas les oublier. Faut vraiment pas les oublier. Non, non, mais c'est hyper important parce que enfin, moi, j'en ai besoin. Je me suis rendu compte que j'en ai besoin et ça, c'est vraiment mon ex-copine qui m'a fait comprendre ça. C'est qu'elle me disait, tu travailles trop, tu es tout le temps en train de bosser. Quand on a monté la salle de CrossFit, qui était jusqu'à 2 heures du matin tous les soirs. Mmh. Et le matin, je repartais à 6 heures. Enfin, C'est c'était ce que assez j'allais dire et tu faisais le premier cours du matin? c'était le premier cours du matin. Ouais, on était, c'était fou, c'était intenable. Et elle me dit, bah, on se voit pas. Je Mmh. rentrais, elle dormait, je partais, elle dormait. Donc c'était compliqué. Et donc, du coup, un jour, je me dis, bah, écoute, là, à partir de maintenant, bah, je te consacre, entre guillemets, je vais me bloquer tous les dimanches pour qu'on soit vraiment ensemble. Et le dimanche, je demandais, et je le fais toujours, à ce qu'on m'appelle pas. Mmh. Sauf grosse, grosse urgence. Sinon, les gens m'appellent pas, on parle pas de travail, je parle jamais de travail le dimanche, sauf grosse urgence. OK. Donc, c'est vraiment ça, planifier et même planifier ces moments off parce que c'est hyper important en fait d'avoir des moments de récupération, des moments où on pense complètement à autre chose et qu'on Mmh. sort en fait parce qu'on a vraiment le nez dans ces boîtes et le fait de sortir, ça nous permet de prendre de la hauteur et du recul. Donc ça, c'est hyper important. Et notamment aussi, moi, je mets en place une demi-journée, vendredi après-midi, Mmh. où je vais pas forcément être off, parce que je vais vraiment penser toujours entrepreneuriat et boîte, mais je vais essayer de prendre de la hauteur en fait sur mes boîtes et me demander, bah, qu'est-ce que j'ai appris dernièrement, qu'est-ce que j'aimerais bien mettre en place, quel nouveau projet j'aimerais mettre en place, quelle nouvelle façon de gérer j'aimerais bien intégrer dans mes process.
Et je vais prendre 4 heures à peu près pour réfléchir à ça et savoir comment je vais pouvoir l'intégrer sur les semaines à venir. Et donc là, OK. pendant les 4 heures, là, le vendredi après-midi, pareil, hein, je suis très peu joignable, sauf pour les personnes qui savent comment me joindre le vendredi après-midi, mais sinon c'est rare. Voilà, ça c'est vraiment les conseils que je donnerais. Donc, d'abord de la planification et savoir couper, savoir avoir des moments off sur, sur son planning tout simplement. OK, c'est un très beau conseil. Et je pense qu'on en a besoin, peu importe, ce qu'on fait comme travail, en fait. Clairement. De planifier à la fois ses moments de travail et ses moments off, à la fois pour sa santé mentale, sa santé, personnelle, avoir une vie privée, une vie professionnelle, bien distinctes. Tu as aussi beaucoup parlé d'automatisation, donc ça, je suppose que oui, ça arrive au fur et à mesure quand, tu vois que la boîte prend de l'ampleur. Mais, en effet, plus vite tu commences à automatiser, moins vite tu te sens débordé et donc plus vite tu peux aller, vers d'autres projets ou développer, passer sur, justement prendre de la hauteur sur ton entreprise, voir ce que tu as appris, voir ce que tu peux développer et cetera. Ouais, non, mais clairement, moi, je m'en suis rendu compte quand je me suis dit: «Bah, je passe tellement de temps sur des tâches Mmh. qui, que j'aime pas forcément, la partie administrative ou des choses comme ça que j'aime Mmh. pas forcément, ou je prends pas forcément du plaisir à faire». Et hem et et donc du coup, à ce moment-là, je me dis: «Bah, faut que je trouve une solution, quoi». Mmh. Donc Ouais. l'idée, c'est d'automatiser absolument toutes ces tâches qui me prennent du temps pour pouvoir être vraiment concentré sur ma valeur ajoutée et ce que j'aime faire. Non, mais totalement. Je peux que valider. Parce qu'on peut vite se sentir, hyper, frustré ou alors, juste, complètement, enfin, le vase, à moitié, enfin trop plein justement et débordé, par, tout ce qui se passe, autour de nous si on n'arrive pas justement à s'organiser correctement. Ouais, Est-ce c'est qu'il y sûr. aurait quelque chose, que tu aurais envie de rajouter? Désolée, je t'ai coupé la parole. Non, 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 Heu, je faisais que une valider. dédicace, peut-être à Camille ou à d'autres? Une dédicace à Camille. Pourquoi pas à Camille, surtout à son fils en vrai, hein, parce que je suis le parrain, j'ai la chance d'être le parrain de son fils, Ah, Louis, qui est né il y a quelques mois. Donc du coup, petit super, Louis, si tu m'entends pas, enfin tu m'entendras pas, je pense. Peut-être dans quelques années, si tu écoutes ce podcast, bah voilà, je super. dédicace à. Et un petit message à nos auditeurs, notamment des entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer, mais qui ont un peu peur. Ouais, bah du coup, si vous avez, alors déjà, si vous avez toutes les questions, enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je pense que Je peut-être. mettrai tous les contacts, dans la description. Ok, très bien. Bah, n'hésitez pas à me contacter si vous avez n'importe quelle question sur l'entrepreneuriat de manière assez générale ou même spécifique à chacun des projets dont je vous ai parlé. Sont donc ça là-dessus. Et puis le point aussi important, le conseil, c'est de se dire, bah, aujourd'hui, on est dans un monde et dans un univers qui a été beaucoup chamboulé Mmh, par le Covid. Et je pense que justement, en fait, c'est peut-être maintenant le moment, si on souhaite se lancer, c'est peut-être le moment de le faire parce que toutes les cartes ont été redistribuées. c'est clair. Et, euh, et moi, j'en parlais justement avec Elsa, mon associé, et je lui disais, écoute, c'est pas normal en fait que aujourd'hui on soit dépendant en fait de l'extérieur, de la conjoncture extérieure, des événements qui se passent à l'extérieur, et on se doit du coup de reprendre notre vie en main et de reprendre notre carrière en main, de décider en fait finalement de ce que va être notre avenir. Donc je pense que c'est même le bon moment pour le faire. Si Mmh. vous avez un projet, une idée, n'hésitez pas à la développer. J'aime bien, ce que tu dis, de, décider de quoi va être fait notre avenir, mais que ce soit nous les décideurs. Je crois qu'on va terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup Pierre pour, ce long échange où tu as pu nous raconter, bien ton parcours et tous tes projets. On a hâte de voir la suite. Enfin, moi en tout cas, je suis ça de près et j'ai hâte de voir la suite. Et puis, bah, à très bientôt. Merci beaucoup, Alexandre. À bientôt. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé, ça nous fera très plaisir.